Donc, le temps nous est compté. Donc, je vais vous souhaiter la bienvenue à cette première conférence midi de l'automne, du mois de septembre. Donc, on vous remercie d'être présente. Je vais vous présenter tout de suite Joseph Bérubé-Brossard, Bonjour. qui est intervenante à Première Ressource Aide aux parents. Donc, elle vient vous entretenir ce midi sur l'aliénation parentale. Pour vous dire que l'enregistrement aussi est enregistré, la conférence midi est enregistrée. Le lien vers cet enregistrement-là va vous être envoyé plus tard dans la semaine ou la semaine prochaine. Et on va vous transmettre aussi le document de présentation, puis le lien vers un petit sondage d'évaluation de l'activité, donc au cours de la semaine. Donc, on apprécierait si vous pouviez prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire-là aussi. On demanderait aux personnes de fermer leur micro parce que c'est toujours tannant. Des fois, il peut y avoir de la fréquence, tout ça. Donc, si vous pouvez fermer votre micro lors de la présentation, ça serait bien apprécié aussi. On va prendre, Joseph va prendre les questions plus vers la fin, à la fin de la présentation, de sa présentation. Si vous voulez, vous pourrez prendre le micro et la caméra pour poser vos questions ou sinon les poser dans le fil de la discussion. Ça va nous faire plaisir de les adresser à Mme Bérubé-Brassard. Donc, sans plus tarder, je te passe la parole, Joseph, puis je te souhaite une bonne activité. Merci à tous d'être. Merci beaucoup. Donc, je vais vous partager mon écran. OK. Et voilà. Donc, tout le monde voit, c'est bien clair. OK, parfait. Donc, écoutez, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Joseph. Je suis intervenante psychosociale et chargée de projet pour l'organisme Première Ressource Aide aux parents. Comme Pierre a dit, c'est ça. Donc, la présentation de 45 minutes. Je vais prendre les questions à la fin pour les 15 dernières minutes. Donc, si vous avez des questions pendant la présentation, je vous invite à les noter quelque part, puis je prendrai le temps de répondre à la fin. Allons-y. Donc, qui sommes-nous? Donc, chez Première Ressource, notre mission, c'est de mettre toute notre expertise psychosociale au service des parents et des personnes qui gravitent autour des familles dans l'intérêt des enfants. Donc, on accompagne depuis 40 ans des milliers de parents et d'enfants par le biais de notre service de consultation et de conférences. Donc, on offre des consultations professionnelles, gratuites et confidentielles sans limite de temps pour toutes les familles du Québec en français et en anglais, sur tout ce qui concerne l'éducation et la relation parent-enfant de 0 à 18 ans. Il y a aussi possibilité de prendre rendez-vous et d'avoir un suivi avec la même intervenante, par exemple, à chaque semaine au besoin. Et il n'y a aucune liste d'attente ni de réponse automatisée. Là, vous appelez, c'est vraiment une intervenante qui répond ou vous laissez un message et une intervenante va vous rappeler dans vos plages horaires, vos disponibilités. Les sujets abordés en consultation, là, ça dépend vraiment des consultations. On parle de développement de 0 à 18 ans, anxiété, communication avec les adolescents, conflits entre les parents, contexte de séparation, discipline ou encadrement, épuisement parental. Là, on a vraiment là, tout un éventail de sujets là, dont on peut parler avec vous. On est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h. Et je vais vous laisser les coordonnées là, dans le chat là, à la fin de la présentation, là, si jamais ça vous intéresse. Donc, quelques petites définitions. Les formulations qui entourent la définition de la dynamique d'aliénation parentale varient, mais en général, il y a deux conditions qui doivent être présentes en même temps. Donc, premièrement, un des parents utilise des comportements aliénants pour exclure l'autre de la vie de l'enfant de façon injustifiée et le processus entraîne une détérioration de la relation entre l'enfant et le parent ciblé, voire une rupture de la relation. Donc, il faut vraiment qu'il y ait ces deux conditions-là en même temps pour qu'on parle d'une dynamique d'aliénation parentale. Globalement, il y a 5 sources qui contribuent au développement et à l'enracinement d'une dynamique d'aliénation parentale. En ordre d'importance, il y a l'enfant, le parent allié, le parent ciblé, le système judiciaire et le clinicien. Il est aussi important de comprendre que l'enfant participe à l'aliénation parentale malgré lui. Il est dans la dynamique lui aussi. Résumé en quelques mots, il s'agit d'un des parents qui se livre à des comportements aliénants en influençant l'esprit et le raisonnement de son enfant pour qu'il dénigre, disqualifie, exclue ou bannisse l'autre parent. L'objectif est donc ici vraiment d'entraîner une détérioration, une rupture du lien entre le parent ciblé et l'enfant. Il faut vraiment faire attention parce que nommer ça comme ça, c'est extrêmement réducteur parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus complexe et nuancé. C'est pour ça qu'on adapte toujours nos consultations en fonction du contexte et de la situation, là.
Aussi, les éléments peuvent s'accumuler les uns sur les autres. Donc, on peut être dans une dynamique d'aliénation parentale, même si tout semble bien aller. Et on peut être dans une situation où tout pointe vers une dynamique d'aliénation parentale, mais il y a quand même un lien affectif fort. Donc, c'est vraiment, ça s'accumule. On parle d'une dynamique parce que ça implique la participation des différents acteurs, donc l'enfant, le parent ciblé, le parent au comportement aliénant, comme j'avais mentionné tout à l'heure. Donc, les nuances, je vais vous parler des petites définitions pour qu'on puisse se comprendre pendant la présentation. Par exemple, le clivage, c'est vraiment un phénomène qui se manifeste par la division des idées. Donc, c'est la coexistence de deux opinions contradictoires relatives à la même réalité. Le clivage fait partie du développement du jugement critique, là, donc c'est tout à fait normal qu'il soit présent, mais il peut devenir malsain quand il est trop alimenté ou mal accompagné. Le conflit de loyauté, c'est un mécanisme isolé qui peut être développé par l'enfant quand les parents sont en chicane et que l'enfant se sent obligé de prendre position. Donc, l'enfant, à ce moment-là, pour soulager son anxiété, va devoir prendre position et s'allier à un de ses parents. Par contre, ce n'est pas parce qu'un enfant semble plus distant à la suite d'une séparation qu'il y a nécessairement aliénation parentale. Donc, conflit de loyauté, ce n'est pas l'aliénation parentale. Il y a aussi un conflit de séparation qui peut arriver. C'est une période de transition à travers laquelle deux personnes peuvent passer lorsque leur relation évolue de couple à coparent. Donc, on sait tous qu'une séparation, c'est un deuil qui se vit de manière vraiment personnelle. Par contre, quand les enfants sont impliqués, le deuil à faire augmente en nombre et en intensité. Donc, c'est plus complexe. Pour ce qui est d'un conflit sévère de séparation, donc on ajoute le vocable sévère à la notion de conflit de séparation quand l'intensité, la fréquence et la durée et aussi les répercussions des chicanes dépassent la norme. Donc, les ex-partenaires se laissent envahir par leur rancune, ils ne sont pas en voie de trouver un nouvel équilibre, ils se chicanent constamment pour plusieurs raisons, justifiées ou non. Par contre, ils gardent ces conflits-là entre eux et n'impliquent pas les enfants dans cette dynamique, malgré le fait que les enfants soient directement touchés. Pour ce qui est des comportements aliénants, la notion d'aliénation entre en jeu quand les comportements d'un adulte visent spécifiquement à influencer l'esprit et le raisonnement de son enfant dans un sens ou dans un autre, que ce soit par une victimisation de sa propre situation ou par la démonisation de l'ex-conjoint. On parle de dynamique d'aliénation parentale lorsqu'interviennent des comportements aliénants conscients ou inconscients, amenant l'enfant à rejeter le parent ciblé en s'alliant aux parents favorisés. Donc, une dynamique d'aliénation parentale peut être d'un stade léger, modéré ou sévère. Quand on observe un désir d'exclusion parentale par des comportements aliénants conscients et volontaires, on parle alors d'aliénation parentale et de difficultés relationnelles entre l'enfant et le parent ciblé dû à l'aliénation parentale. L'aliénation parentale s'inscrit sur un continuum et se voit dans une dynamique familiale où on peut se trouver au stade du risque de perte de lien. Donc, un risque qui peut être léger, modéré ou sévère, comme j'ai dit tantôt, ou en rupture de lien, soit le lien affectif et ou physique. En situation de rupture de lien, on parle d'aliénation parentale avérée, qui est un processus insidieux qui consiste vraiment à reprogrammer le cerveau de l'enfant. Il s'agit vraiment d'une violence psychologique grave, de maltraitance même qu'on dit, parce que quoique le dénigrement est le principal comportement observé, il ne vient jamais seul parce qu'une série d'autres gestes s'ajoutent, comme par exemple l'interdiction d'avoir des photos de l'autre parent, des tactiques diverses là, pour écourter les périodes de garde, sabotage de toute forme de communication comme les cadeaux, les lettres, les appels téléphoniques qui ne vont pas se rendre à l'enfant, etc. Donc, dans un climat familial comme ça, l'enfant comprend qu'il ne peut pas parler de l'autre parent et qu'il ne peut surtout pas être heureux avec lui. Donc, pour se libérer de sa propre souffrance, comme j'ai dit tout à l'heure, il commence à rejeter pour diminuer son anxiété de plaire à ses deux parents. Donc, il commence à rejeter l'autre parent tranquillement. L'aliénation parentale comprend 8 symptômes principaux. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Donc, les 8 symptômes principaux, il y a l'enfant qui dénigre le parent ciblé, le dénigrement qui est construit sur des arguments absurdes et changeants. L'enfant, il ne cache pas son animosité, il ne présente aucune ambivalence. L'enfant aussi prétend que personne ne l'a influencé. L'enfant soutient le parent aliénant. L'enfant ne se sent pas coupable vis-à-vis du parent ciblé. L'enfant utilise des phrases et des histoires dictées par le parent aliénant. L'enfant dénigre, voire rompt les liens avec le parent ciblé, mais aussi avec l'ensemble de la branche familiale du parent ciblé. On dit que l'aliénation parentale est avérée quand l'enfant est acteur du rejet et que la rupture du lien physique ou affectif a eu lieu. Il
faut noter aussi qu'on peut être en rupture de contact, mais où le lien affectif est toujours présent, ce qu'on va nommer le rejet passif. D'ailleurs, je voulais vous dire que le PowerPoint va vous être envoyé à la suite de la présentation, là, si jamais vous voulez revoir ces définitions-là de votre côté. Donc, il est possible de retrouver une dynamique d'aliénation parentale dans une famille où il n'y avait absolument pas de violence conjugale avant la séparation. Et il arrive aussi que la dynamique d'aliénation parentale soit la continuation d'une violence conjugale préexistante à la séparation. Il est mieux parfois de traiter ces deux phénomènes-là en parallèle et d'autres fois conjointement, mais faire la part des choses nécessite souvent recours à des professionnels. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes ces nuances-là peuvent passer à travers différents degrés. Donc, il y a le stade léger, donc quand il y a peu de dénigrement et il y a contact régulier entre l'enfant et le parent ciblé. Il y a le stade moyen, quand il y a une recrudescence du dénigrement et des réticences de l'enfant à entrer en contact avec le parent ciblé. Et il y a le stade grave, quand les idées du parent aliénant sont intégrées dans l'enfant et il y a une rupture de contact entre l'enfant et le parent ciblé ou tentative de fugue parfois aussi qu'on voit. Donc, est-ce que ça va jusqu'à date? Tout va bien? Je ne parle pas trop vite? Est-ce que tout est beau? Parfait, c'est bon. N'hésitez pas, là, encore une fois, à noter vos questions pour la fin de la présentation. Donc, le parent aliénant, donc le parent allié, favorisé. Le parent allié, c'est celui qui est préféré par l'enfant. Donc, quand la notion d'aliénation est apparue, c'était présenté comme étant majoritairement des mères qui avaient ces comportements aliénants de façon volontaire. Mais aujourd'hui, on sait que le parent aliénant exerce son influence de manière plus ou moins délibérée et que les pères, autant que les mères, peuvent endosser ce rôle-là. Donc, il faut bien comprendre que le parent aliénant n'est pas toujours conscient du mal qu'il fait à son enfant et certains pensent réellement agir de bonne foi pour protéger leur enfant du mauvais parent. Il n'y a pas automatiquement présence d'une pathologie psychologique ou psychiatrique pour devenir un parent aliénant. Les mécanismes peuvent être ponctuellement présents dans le quotidien de tout un chacun, mais c'est vraiment la superposition là, et l'intensité des éléments qui vont alimenter la toxicité de l'environnement pour tous. Donc, on sait tous que même quand tout va bien, les conflits sont inévitables à la vie de famille et les parents ne sont pas toujours d'accord sur quelle permission accorder à leur enfant. On peut alors voir apparaître du clivage, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le sens où l'enfant sait très bien qui aller voir pour recevoir une permission parce qu'il connaît ses parents et quand ils ne sont pas d'accord, ça contribue au clivage. Par exemple, maman, est-ce que j'ai le droit d'aller chez mon ami ce soir? Papa, est-ce que j'ai le droit d'aller chez mon ami ce soir? Un, d'accord, l'autre n'est pas d'accord. Ça contribue au clivage. C'est tout à fait naturel d'assister à ce phénomène-là et ça aide même l'enfant à se développer dans son individualité. Mais c'est vraiment lorsque la fréquence, l'intensité et les intentions sont mauvaises que ça peut engendrer le début d'un cycle de manipulation. Au moment d'une séparation, plusieurs éléments peuvent amener un parent à adopter des comportements néfastes comme le ressentiment, le désir de réparation, de reconstruction, dans lequel on diminue progressivement la place du coparent auprès de l'enfant en donnant plus de place à un nouveau partenaire, par exemple, la culpabilité, comme parfois attribuer la détresse de son enfant à l'autre parent, ce qui reflète une difficulté à supporter sa propre part de responsabilité dans la situation conflictuelle. Il y a aussi la projection, comme quand, afin de se sentir moins seul, un parent peut projeter délibérément ou inconsciemment ses propres sentiments de haine et de rancune envers l'ex sur son enfant. Il y a aussi l'historique personnel, bien évidemment, donc nos antécédents, notre famille, d'où on vient, tout ça. Et le biais de confirmation, donc confirmer ses propres hypothèses en percevant ce qui les confirme et masquant ce qui les infirme. Le biais de confirmation qui serait d'ailleurs le facteur qui contribue le plus à l'aliénation parentale, parce que le biais de confirmation concerne les idées préconçues qui graduellement deviennent des certitudes. Psychologiquement, on a tendance à en prendre en compte davantage ce qui correspond à nos croyances et à ignorer ce qui les contredit. Excuse-moi, est-ce que je peux t'interrompre 2 secondes? Oui. C'est juste parce que je vois plusieurs personnes qui écrivent que ça va un petit peu trop vite. Moi aussi, vu que le contenu est super intéressant, juste... Pas de problème. C'est ça, désolée. je me disais, mais tant mieux, j'allais vite un peu. Merci. Merci. Donc, je t'ai rendu où? Oui. Donc, le parent ciblé, le parent aliéné, celui qui est victime. Donc, voir ses enfants être victimes d'aliénation parentale, c'est horrible parce que l'enfant tant adoré depuis sa naissance en vient à nous détester. L'enfant peut mettre le parent aliéné à l'écart, le rejeter, quitter son domicile, refuser ses communications ou ses cadeaux, se montrer agressif verbalement ou physiquement envers lui, etc. Donc, plein de comportements comme ça.
Les conséquences psychologiques qui peuvent découler de l'altération et de la rupture du lien parent-enfant sont énormes. L'amour qu'on porte à nos enfants est difficile à exprimer en mots clairs, c'est intangible, c'est très fort, plus fort que nous parfois, mais la souffrance suit malheureusement aussi le même schéma. Donc, un des effets pervers est que l'adulte rejeté se sent attaqué sans comprendre pourquoi. Il va donc attribuer cette injustice à l'autre parent et quand le parent rejeté manifeste ouvertement sa frustration face à la situation, l'enfant observe de manière biaisée et enregistre à tort que le parent aliénant avait raison dans son discours et va encore plus s'éloigner du parent rejeté. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Il est possible de s'en sortir, comme on va voir plus tard dans la section intervention, mais c'est vraiment difficile parce que ça devient un cercle vicieux où est-ce qu'on n'arrive pas, on a de la misère à convaincre l'enfant que c'est pas vrai, on peut pas, on est pris là. Avant qu'un parent se rende compte qu'il a été ciblé, il peut s'être passé des mois, voire des années. Il peut d'ailleurs arriver qu'il ait l'impression qu'il soit trop tard, que les choses soient irréversibles, mais c'est faux. Évidemment, plus la réaction est rapide, mieux c'est, parce que le processus judiciaire et psychosocial peut être long pour renverser la vapeur et retrouver des relations saines. Quand la famille est toujours unie, donc quand les parents dans une dynamique d'aliénation parentale sont toujours ensemble, ça se peut. Donc, il y a vraiment des dynamiques d'aliénation parentale où ce n'est pas dans le cadre d'une séparation, c'est très possible. Donc, le parent qui observe des comportements incitant au clivage de la part de l'autre peut se sentir blessé et démuni. Il ne comprend pas pourquoi son partenaire agit de la sorte. Le sentiment d'impuissance ressenti peut être aussi puissant que si ça se produisait dans un contexte de rupture. La souffrance et la confusion peut être plus importantes aussi parce que les partenaires partagent leur vie au quotidien. Les conséquences psychologiques sont vraiment grandes à ce moment-là. Les enfants victimes. Donc, il faut se rappeler vraiment du fait que parfois, le parent aliénant ne se rend pas compte de l'impact de ses actions sur son enfant. Il croit même parfois faire la bonne chose. C'est pourquoi c'est important d'aborder le point de vue des enfants. Il revient toujours aux adultes de régler les conflits, de diminuer les tensions, de rétablir la communication et de permettre aux enfants de s'épanouir. Dans la vie quotidienne, l'enfant a besoin de chacun de ses parents, que chacun de ses parents entretienne une image positive de l'autre auprès de lui et d'avoir la liberté d'exprimer son amour pour ses deux parents. On parle ici d'un droit, donc c'est un droit. Rien ne doit empêcher un enfant d'aimer ses parents et d'être aimé en retour. Il a le droit d'aimer ses parents à part égale. Même si ça ne semble pas être le cas, les enfants sont de grandes victimes dans une structure familiale où il y a présence d'aliénation parentale et ils souffrent grandement de cette situation parce qu'on leur enlève ce droit fondamental-là d'aimer ses deux parents de façon égale. Chaque situation est unique. Donc, l'intensité d'une dynamique d'aliénation parentale est en partie conditionnée par la présence ou non de certaines caractéristiques chez l'enfant, comme par exemple la préférence normale qu'il peut avoir pour l'un de ses parents, le type d'attachement qu'il a construit avec ses parents, ses capacités d'adaptation aux situations nouvelles, son désir de réduire les conflits, de sauver un parent, son empathie innée. Ça peut vraiment venir influencer comment la dynamique va s'inscrire là. Est-ce que ça va-tu mieux? Je fais-tu moins vite? Parfait. OK. Donc, les impacts. Donc, plus le processus d'aliénation est allé loin, plus les répercussions risquent d'être marquées. Et en plus de la rupture relationnelle avec un parent, la liste des conséquences possibles est vraiment très grave. Ces conséquences-là apparaissent souvent plus tard, vers le début de l'âge adulte. Et parmi ces troubles-là, on observe des déchirures ou des clivages dans les relations à court, moyen et long terme, de la culpabilité consciente ou pas d'avoir écarté un parent, des difficultés à nouer des relations intimes durables à l'âge adulte. Donc, on voit vraiment que ça vient influencer l'enfant tout au long de sa vie. Relations conflictuelles avec les personnes détenant l'autorité, une faible confiance en soi, une faible estime de soi, de la difficulté dans la gestion de la colère ou des conflits, un sentiment malsain d'avoir le droit de se mettre en colère dans des prétextes sans prétexte valable, qui peut mener à un clivage social également, des symptômes psychosomatiques variés comme des troubles du sommeil, de l'alimentation. On voit même de la vulnérabilité psychologique pouvant exacerber des troubles de santé mentale et une prédisposition accrue à développer une ou des dépendances et à devenir un parent aliénant à son tour. Encore une fois,
dans un contexte où la famille est toujours unie, donc on n'oublie pas que l'aliénation parentale peut avoir lieu même si les parents sont toujours ensemble, l'enfant ressent un malaise dès l'apparition des conflits entre ses parents. Même s'il n'est pas directement témoin, il ressent la tension dans la maison. Donc, cela étant dit, juste ça, ce n'est pas grave en soi, parce que c'est un apprentissage nécessaire de savoir gérer les émotions générées par des situations conflictuelles. Par contre, dès qu'un parent implique les enfants ou que les conflits ont lieu devant eux, les conséquences deviennent plus importantes parce qu'on lui enlève son droit fondamental d'aimer ses deux parents librement et de façon égale. Donc, intervenir, identifier l'origine des conflits ou même la dynamique d'aliénation parentale implique qu'elle est présente depuis un certain temps. Donc, peu importe le schéma en place, quand les blessures ont lieu, la guérison peut être complexe parce que l'absence de contact avec un des parents ne suffit pas à remettre tous les compteurs à zéro et à redémarrer une relation saine. Donc, il y a vraiment des dégâts importants qui peuvent avoir été faits et qui peuvent perdurer, mais il y a des outils qui peuvent être mis en place pour surmonter la situation. Ah, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui voulait me parler. L'enjeu est de pouvoir vraiment ici de rebâtir une confiance mutuelle, ce qui peut prendre un certain temps, bien évidemment, et beaucoup d'efforts. La communication est l'outil à privilégier, mais elle peut s'avérer complexe et délicate dans une situation comme ça, et c'est pourquoi avoir recours à l'intervention d'un professionnel est souvent recommandé. Donc, de manière générale, on conseille de consulter des ressources communautaires. Il y a plusieurs organismes qui ont pour mission d'accompagner les familles dans les situations difficiles, comme par exemple Première Ressources, on fait ça. Il ne faut vraiment pas hésiter à faire appel à eux. Vous n'avez vraiment rien à perdre. Il est recommandé de ne pas trop attendre avant de communiquer parce que plus une situation est ancrée à votre quotidien, plus il va être difficile de revenir en arrière. Il y a aussi la médiation ou la thérapie familiale. Il y a des professionnels en médiation ou en psychologie qui peuvent aider la famille à résoudre les conflits entre les parents et les enfants. Tous auront à ce moment-là l'occasion de prendre du recul en ayant pour objectif de reprendre la communication sur une base beaucoup plus saine et plus calme. Il y a évidemment aussi des psychologues pour enfants. Donc, les consultations avec un psychologue peuvent se faire seul à seul, avec un des parents, avec la fratrie, tous ensemble, dans un environnement neutre qui favorise l'expression des sentiments, des perceptions et des peurs. Les psychologues sont formés à reconnaître l'importance de certains comportements et schémas aussi. Et le rapport de psychologue peut aussi être un document important pour prouver un cas d'aliénation parentale en cours. Donc, on parle ici d'une expertise psychosociale, ça arrive. Un tuteur légal, donc un tuteur légal, c'est un représentant du tribunal chargé de représenter le meilleur intérêt de l'enfant et qui s'assure que le parent suive bien les ordres du tribunal. Donc, il va pouvoir rendre visite à l'enfant au domicile des parents pour observer leurs interactions avec l'enfant. Il va discuter avec les deux parents et l'enfant ensemble ou séparément avant de rapporter ses observations au tribunal. Le tribunal, c'est évidemment un dernier recours. Le tribunal pourrait laisser peu de choix à l'enfant en ce qui concerne les visites du parent qui n'en a pas la charge. Donc, ça dépend souvent de son âge et de sa maturité à ce moment-là. Donc, il faut garder en tête qu'avant d'avoir des enfants, les adultes forment un couple. Et une fois les enfants arrivés, le couple est devenu une famille, ce qui demande des ajustements et la recherche d'un nouvel équilibre. Le temps passe et il arrive que des conflits s'installent au sein de cette relation-là. Et quand les conflits prennent beaucoup de place, on peut en venir à une séparation. Encore une fois, un nouvel équilibre à trouver, une nouvelle version de la relation entre les deux adultes doit être construite. Malheureusement, il arrive que durant la relation ou après une séparation, que des comportements toxiques s'ancrent dans le quotidien. Donc, tout d'abord, pensez à être franc. Rappelons-nous que la franchise n'est pas une excuse à l'impolitesse, bien au contraire, c'est un appel à la diplomatie. Abordez la situation franchement et honnêtement. Soyez vrai. Utilisez les principes de la communication non violente et de l'écoute sans jugement pour vous exprimer. Par exemple, on peut dire « Je ressens de l'attention entre nous deux quand on parle de ce sujet-là. J'aimerais qu'on discute quand notre enfant sera chez ses grands-parents demain. » On peut dire ça. Il ne faut pas oublier que certains parents n'ont pas conscience du tort causé par leurs actions aussi. En cas de conflit, privilégiez les échanges par écrit. Quand vous avez du mal à communiquer avec votre coparent, c'est souvent parce que l'émotion l'emporte sur le reste. Donc, l'écrit permet vraiment de réfléchir au choix des mots qu'on veut utiliser, au message qu'on veut vraiment communiquer. Le temps requis pour rédiger un message permet aussi de laisser passer l'impulsivité. Et le coparent va lire le message au moment où il va se sentir disponible pour le recevoir, ce qui peut aussi changer la tournure des événements. Un autre avantage de l'écriture, c'est très intéressant, c'est l'absence de témoins. Donc, autrement dit, les enfants n'entendront pas vos mots ni votre ton.
Aussi, dans une situation d'aliénation parentale, l'écrit permet de garder une trace des discussions. Donc, enregistrez les messages textes et courriels parce qu'ils pourraient servir de preuve plus tard. Si votre ex vous envoie des messages accusateurs ou aliénants, vous pouvez les conserver dans leur ordre chronologique comme preuve. Avec votre enfant. Donc, dans toute situation de conflit, peu importe leur gravité, leur intensité ou leur fréquence, les enfants sont vraiment de grands perdants parce qu'ils en souffrent. Retrouver l'équilibre après de gros conflits ou des chamboulements importants dans la famille, ce n'est pas une chose facile. Par contre, on peut écouter avec attention ce que le jeune nous dit. Donc, prenez en compte ses émotions parce que peu importe leurs sources, elles sont valides. Dites-lui textuellement que vous vous souciez de lui. Essayez de garder une relation positive, de surveiller votre propre comportement en contrôlant l'expression de votre colère et de votre tristesse. Identifiez vos émotions et redirigez-les. Si le coparent essaie de faire croire à votre enfant que vous ne l'aimez pas ou que vous l'aimez moins ou que vous ne voulez pas vous en occuper, par exemple, il est crucial de lui rappeler votre amour pour lui et de faire des activités avec lui pour le détromper. Aussi, intéressez-vous à lui de manière globale. Posez des questions à propos de sa vie en général, en évitant évidemment de diriger le discours dans une certaine direction. Donc, si votre enfant veut parler de quelque chose qu'il a fait, vous devez prendre le temps de l'écouter sans essayer de le forcer à révéler des informations. Par exemple, vous pouvez demander « Qu'est-ce que tu as aimé faire ce week-end » au lieu de « Qu'est-ce que maman a fait avec toi ce week-end ». Ensuite, la meilleure façon de lutter contre les manipulations émotionnelles de l'autre parent sur votre enfant est de lui prouver qu'il a tort par des actions. Donc, comme tu sais, quand j'ai dit tantôt, là, des fois, on essaie de prouver à tort que l'autre parent a tort par des paroles à notre enfant, puis on alimente cette dynamique-là, on alimente le conflit de loyauté, on alimente l'anxiété de l'enfant parce que là, il se retrouve vraiment entre l'arbre et l'écorce. Donc, au lieu d'essayer de lui prouver qu'il a tort par des paroles, on va le faire par des actions. Donc, votre enfant va le remarquer si vous êtes moins présent. Essayez de maintenir une bonne relation avec lui, avec les autres membres de votre famille et les membres de votre communauté. Encouragez-le à sortir avec ses amis ou à s'impliquer dans les activités communautaires. Comme ça, vous allez renforcer votre lien de manière positive. Il est aussi primordial d'éviter de dénigrer l'autre parent. Ça, c'est très, très, très important. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut vraiment alimenter le conflit de loyauté, rendre la souffrance de l'enfant encore plus grande. Les enfants peuvent pardonner des remarques occasionnelles qu'ils entendent sur le coup de la colère, mais vos mots peuvent avoir des conséquences vraiment désastreuses, surtout si l'autre parent dit des choses similaires de vous. Concentrez-vous sur la santé et le bien-être de votre enfant. Si vous croyez vraiment qu'il est en danger, qu'il est maltraité ou négligé par votre ex, vous pouvez prévenir la police, mais essayez de résoudre vos désaccords sans mettre l'enfant au milieu. C'est très, très important. Finalement, l'enfant ne devrait jamais être impliqué dans les discussions à son sujet. Donc, l'impliquer pourrait exacerber ses tensions internes. Il y a certaines choses que l'enfant n'est tout simplement pas en âge de comprendre. Donc, s'il pose des questions à propos de sujets que vous jugez inappropriés, vous devez être prudent et vous pouvez lui donner une réponse honnête sans entrer dans les détails en lui expliquant que ce sujet-là ne le concerne pas encore, que ce sont aux parents à prendre ces décisions-là, tout simplement. Pour vous-même, c'est sûr que quand il s'agit de nos enfants, on est impliqué émotionnellement et donc on ne peut pas faire preuve d'objectivité tout autant. Mais quand les tensions sont au maximum entre vous et votre conjoint ou ex-conjoint, abandonnez pas. Pensez toujours à l'intérêt de votre enfant, à son bien-être. L'aliénation parentale est une forme d'abus émotionnel et c'est pourquoi, aussi difficile que ce soit, vous devez éviter de le faire vous-même. Il faut comme en quelque sorte compenser l'aliénation de l'autre parent en offrant à notre enfant un espace où il a le droit d'aimer ses deux parents et d'exprimer ses émotions. Vous pouvez tenir un journal et conserver des notes à propos des événements qui impliquent l'enfant, y compris des conversations ou des incidents avec le coparent. Donc, oh, pardon, excusez-moi, les joies du télétravail, la sonnette qui sonne. Donc, notez toutes les demandes spéciales ou ajustements demandés par l'ex concernant les droits de visite. Ces notes vont être très importantes pour prouver l'aliénation parentale parce que c'est généralement votre parole contre celle de l'autre parent. Peu importe ce que fait le coparent, il est important que l'enfant continue à passer du temps avec ses deux parents. Si l'autre enfreint vos droits de visite ou de garde, vous devez contacter immédiatement votre avocat ou le tribunal. S'il refuse de vous donner accès aux documents médicaux ou scolaires que vous aviez demandé, rendez-vous au tribunal pour que vos droits soient appliqués au lieu d'essayer de régler le problème vous-même, parce que des fois, ça vient vraiment complexifier les choses. Avant toute décision, réfléchissez bien. Par exemple, quand l'autre conseille ou suggère quelque chose, vous devez effectuer des recherches, vous demandez quelles sont ses motivations avant d'accepter,
Donc, lisez bien tous les documents et demandez-vous pourquoi votre ex accepte ou conseille quelque chose aussi rapidement. Aussi, les personnes qui vous soutiennent dans votre communauté se soucient généralement de l'intérêt de votre enfant. N'oubliez pas que les membres de la famille élargie pourraient contribuer eux aussi à l'aliénation parentale et faire partie de la dynamique. Ensuite, puisque les parents aliénants mentent souvent pour montrer l'enfant contre l'autre, vous devez vous assurer de communiquer la vérité. Ça peut être difficile si les adultes avec lesquels vous discutez tendent plus du côté de votre ex que du vôtre. Les parents aliénants pourraient encourager une mentalité d'opposition en vous. C'est pourquoi vous devez accentuer le fait que vous voulez le bien de votre enfant et pas démoniser votre ex-conjoint. Finalement, en fonction de l'ampleur de la situation, vous pouvez contacter la Direction de la protection de la jeunesse, donc la DPJ. C'est eux qui détermineront si la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison du mauvais traitement psychologique. Le parent peut également demander une audition d'urgence à la Cour supérieure pour modifier des modalités de garde. Donc, si un parent refuse d'accorder ses droits de garde à l'autre, la police aussi peut être sollicitée afin de forcer le respect du jugement. Donc, les signes à observer qui pourraient sous-entendre une dynamique d'aliénation parentale sont chez l'enfant, premièrement, que l'enfant adopte les mêmes comportements et discours que le parent aliénant en prétendant que personne ne l'a influencé. Donc, l'enfant a le droit d'avoir des idées communes avec ses parents, c'est sûr, mais l'indicateur à observer ici, c'est l'absence d'expression de ses propres sentiments, volontés ou nuances dans les opinions. Certaines paroles peuvent être attribuables aux enfants, peuvent pas être attribuables aux enfants selon leur âge. Là, on l'entend des fois. L'enfant est peu crédible aussi quand il tente d'expliquer ses souvenirs, ses choix, ses accusations. Donc, on peut déceler là, en sous-texte qu'il rapporte des faits racontés ou inventés, entre autres, en lien avec l'argent, le motif des conflits ou le contexte de la séparation du couple. L'enfant se présente aussi comme soutien, sauveur, donc le champion du parent aliénant. L'enfant sent qu'il doit absolument être là pour s'occuper de son parent. C'est observable à travers des phrases comme « Papa a besoin de moi »,« Maman s'ennuie trop, elle pleure quand je suis pas là »,« Une chance que je suis là pour papa »,« Il y a juste moi qui arrive à consoler maman, à la rendre de bonne humeur ». Donc, tout ça, c'est vraiment l'enfant se présente comme un soutien, comme un sauveur du parent. Il y a aussi l'enfant qui a des secrets, des codes ou des signes imposés par l'autre parent. Par exemple, votre enfant pourrait refuser de vous dire ce qu'il a fait avec son parent le week-end dernier et pourrait même vous dire « Maman m'a dit de ne pas te le dire » ou bien « Papa a dit que c'est un secret ». Donc, il y a comme des codes, des signes secrets avec l'autre parent. Ça aussi, ça peut être un signe. L'enfant donne l'impression de ne pas avoir envie de vous voir ou refuse de passer du temps avec vous sans raison valide. Donc, il faut vraiment noter ici que ce n'est pas parce que votre enfant ne vous aime pas ou aime pas passer du temps avec vous, mais bien parce qu'il est victime de cette aliénation-là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il vit tellement d'anxiété qu'il n'a pas le choix pour se sauver que de choisir un camp. Donc, il va aller vers un parent. C'est vraiment pas contre vous, c'est vraiment parce qu'il est victime de cette anxiété-là. Donc, des exemples de raisons valides seraient anniversaire d'un membre de la famille, évidemment, ou l'arrivée d'un bébé ou d'un animal de compagnie, des choses comme ça. Mais des exemples, par exemple, de mauvaises raisons seraient des activités qui auraient pu être organisées à un autre moment, un tel va s'ennuyer ou juste j'ai pas envie. Donc, l'adulte aliénant, quant à lui, il éprouve aucune culpabilité face à ses agissements. Donc, il ne semble pas avoir l'impact négatif de cette dynamique sur ses enfants. Des fois, on peut même observer qu'il se réjouit de voir le malheur de l'autre parent en disant que c'est mérité. Il planifie volontairement des événements ou des activités sur le temps parental de l'autre. Il empêche ou complexifie à l'extrême des contacts entre l'enfant et l'autre parent. Et il peut aussi utiliser l'enfant, donc l'instrumentaliser dans son conflit avec l'autre parent. Donc, il instaure une parentification de l'enfant en l'impliquant dans des décisions qui ne lui reviennent pas. Je vous rappelle encore une fois que le parent aliénant n'est pas toujours conscient de ce qu'il fait. Des fois, il pense même qu'il fait la bonne chose et qu'il protège son enfant de l'autre parent. Donc, il faut vraiment garder ça en tête. Je vous ai mis des ressources de professionnels qui peuvent vous aider, dans ce genre de situation-là. Donc, il y a première ressource, aide aux parents. C'est nous, c'est soutien parental individuel psychosocial. Ça se passe au téléphone, c'est des interventions individuelles. Il n'y a pas de liste d'attente. Il y a possibilité de suivi aussi. Dans des contextes d'aliénation parentale, souvent, on va faire un suivi parce que c'est des situations très complexes. Il y a Carrefour Aliénation parentale Québec qui offre des groupes de soutien en français et en anglais avec des parents qui vivent cette réalité-là.
Et si vous voulez aussi des informations vérifiées avec des recherches récentes sur l'aliénation parentale, ce site-là est vraiment la référence. Et on a aussi notre partenaire, Programme Porte 33, Justice Pro Bono. C'est des rencontres gratuites de 45 minutes avec une avocate en droit de la famille et une intervenante psychosociale pour des familles en situation de séparation. Donc, ça, c'est vraiment pratique, c'est gratuit. Toutes ces ressources-là sont gratuites. Il y a l'Ordre des psychologues du Québec pour trouver un psychologue au privé, l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Il y a aussi la CAF, Crise ado, famille, enfants, et le Centre de justice de proximité. Donc, merci beaucoup. Je vais prendre les questions à partir de maintenant. Je pense que je vais enlever le partage d'écran. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui avait des questions. Et M. Rousselot? Rousselot, oui. Ouais. Oui, bonjour. Merci beaucoup. C'était très dense, très intéressant l'info. J'ai l'impression qu'on a passé un peu vite sur, on a parlé des comportements aliénants d'un parent et éventuellement on a parlé aussi des répercussions sur l'enfant. Puis je me demandais si on pouvait peut-être mettre un peu plus de temps à expliciter le lien entre le comportement parental néfaste et les répercussions sur l'enfant. On parlait de difficulté à créer avoir des relations intimes durables avec, à l'âge adulte. On parlait de propension à la dépendance, des trucs comme ça. Est-ce qu'on peut rendre plus explicite le lien entre... Oui, bien, en fait, c'est sûr que ça, c'est ressorti des recherches, donc je ne pourrais pas comme vous expliquer, par exemple, en détail, mettons, ce qui a été ressorti, mais on voit vraiment un lien entre les problèmes à l'âge adulte et le vécu d'une forme d'aliénation, d'une dynamique d'aliénation parentale à l'enfance. Tout simplement parce que, par exemple, on avait dit d'être capable de développer, par exemple, le sentiment de culpabilité qui peut être suivi plus tard à l'âge adulte quand on se rend compte de ce qu'on a vécu, puis on regarde derrière, puis on voit ce qu'on a vécu. C'est aussi une forme de trahison qu'on peut vivre de la part du parent qui est aliénant. Donc, ça vient vraiment complexifier nos relations avec les autres aussi. Ça vient jouer dans l'attachement, bien évidemment, de l'enfant. Donc, ça va effectivement nous affecter même dans nos relations amoureuses à l'âge adulte. Donc, il y a vraiment plein de façons là, que ça peut avoir des répercussions sur l'âge adulte. Mais je vous dirais vraiment, si ça vous intéresse, en particulier sur le site, justement, de Carrefour Aliénation parentale, ils ont vraiment des recherches, ils ont vraiment comme des recherches, des publications là-dessus, puis des articles là, qui ont écrit sur ce sujet-là en particulier. Merci beaucoup. Il y a une petite question, Joseph, dans la zone de clavardage qui demande de revenir sur les 8 concepts, des symptômes de l'aliénation parentale. Les 8 symptômes, oui, je vais aller les rechercher. Voulez-vous que je mette le diaporama ou juste les renommer? C'est une question de la part de Nico Sardi, donc peut-être pas remettre le PowerPoint, mais peut-être revenir dessus pour les détailler. Les symptômes, ben, je vais les redire, puis on verra si c'est assez. Donc, l'enfant va dénigrer le parent ciblé, donc il va dénigrer le parent ciblé, le parent victime. Puis ce dénigrement-là, il est construit sur des arguments absurdes et changeants. Donc, ce n'est pas des arguments qui sont inscrits dans une certaine réalité. Là, c'est vraiment des arguments qui changent, qui vont pas être, qui seront pas nécessairement cohérents. Donc, l'enfant ne cache pas son animosité aussi, donc il est en colère contre son parent. Donc, cette animosité-là, il va le montrer, il va le dire à l'autre parent, donc il va vraiment le dénigrer devant lui. Il prétend aussi, l'enfant, que personne ne l'a influencé. Ça, c'est un autre des symptômes. Donc, il ne va pas dire que c'est son autre parent qui a dit ce genre de choses-là. Il ne va pas dire qu'il a influencé. Il va prétendre que ça vient de lui. Ça vient vraiment, vraiment, vraiment complexifier la situation. L'enfant va soutenir le parent aliénant, donc va défendre le parent aliénant. Donc, on voit vraiment, là, dans une genre de dynamique comme ça, l'enfant choisit un camp. C'est vraiment ça qui se passe. Il est dans le conflit entre les deux parents. Puis il fait « moi, je me place avec maman » ou « moi, je me place avec papa ». Puis je suis contre papa, je suis contre maman ou je suis contre papa. Il y a vraiment, puis c'est vraiment quelque chose
qui dit qu'il vient de lui. Lui, il pense que ça vient de lui. Il ne se sent pas coupable non plus vis-à-vis du parent ciblé. On ne voit pas de culpabilité dans une dynamique d'aliénation parentale. Il va utiliser aussi des phrases et des histoires dictées par le parent aliénant. Donc, on va entendre des phrases, voyons, il me semble que ça, c'est mon ex-conjoint qui aurait dit ça, comme on va entendre l'enfant répéter des choses que notre ex-conjoint disait ou que notre conjoint dit à nous. Donc, on va vraiment entendre ces phrases-là. Et aussi, un autre des symptômes, c'est qu'il va rompre les liens avec le parent ciblé, mais aussi avec l'ensemble de la branche familiale du parent ciblé. Donc là, quand il y a vraiment rupture de lien, on parle ici d'une aliénation parentale avérée. Donc, l'enfant est acteur du rejet et la rupture de lien physique ou affectif a lieu. Est-ce que c'est correct? Est-ce que ça répond à la question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans le chat, il y en a, hein, c'est ça? Peut-être que je pourrais aller voir. Pierre, est-ce que tu veux les dire ou tu veux que moi, je les regarde? Oui, il y a Nathalie qui pose la question, à quel âge peut-on parler d'aliénation parentale chez les jeunes enfants? À quel âge? Ouais. Ça peut être à n'importe quel âge. À partir du moment où vous voyez les symptômes, ça peut être, c'est sûr qu'un enfant de 2 ans ne va pas nécessairement se sentir dans le conflit, mais il peut vivre un conflit de loyauté déjà dès un très jeune âge. S'il est impliqué dans les conflits, puis on voit une dynamique, ça peut être très jeune. Il y a Isabelle qui a levé la main. Oui. Moi, je voulais vérifier quand il y a des dynamiques de violence conjugale qui sont parallèles. Tu sais, dans le fond, on peut. J'ai envie d'entendre qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça. Donc, parce que ça peut être un contexte là où on continue là-dedans, on vient continuer à démolir un parent là-dedans. Donc, j'ai envie de t'entendre aussi par rapport à cet enjeu-là. Dans le sens, quand il y a une dynamique d'aliénation parentale quand il y a eu de la violence conjugale dans la relation, oui. Et ensuite, il y a une dynamique d'aliénation parentale. Voilà. Bien, c'est sûr que ça vient vraiment complexifier la situation, encore une fois. Je vous dirais que ça va vraiment dépendre de chaque situation, de chaque famille, de chaque relation. Je ne sais pas trop qu'est-ce que vous voulez que je dise. Qu'est-ce qui vous intéresse en particulier? Oui, parce que c'est pas simple, hein. Tu sais, moi, c'était plus dans Ouais. parce que des fois, ça peut être, il peut y avoir des dynamiques qui s'ajoutent, donc c'est pas juste un conflit qui devient de proportion. Des fois, il y a des dynamiques qui s'ajoutent, puis dans un contexte de violence conjugale, le parent peut continuer à servir de l'enfant pour continuer à dénigrer le parent. Donc, moi, c'était plus dans l'intervention, là. C'est ça que j'avais envie d'entendre. Dans l'intervention, ça va vraiment dépendre de chaque situation. Vraiment, là, je peux pas vraiment m'avancer là-dessus parce que c'est très, très, très complexe. Puis ça va vraiment dépendre de chaque situation, chaque famille, chaque relation, chaque dynamique en particulier aussi. Est-ce que c'est une aliénation parentale avec rupture de lien? Est-ce qu'il n'y a pas de rupture de lien? Est-ce que le tribunal est impliqué? Est-ce qu'il y a des avocats impliqués? Qui est impliqué là-dedans? Est-ce qu'il y a la DPJ qui a été impliquée? Tu sais, ça devient extrêmement complexe. Donc ça, je vous dirais que ça dépend vraiment de chaque situation. OK, donc c'était plus dans comment on peut aider là, les parents qui sont pris là-dedans. Bien, de la même façon, en fait, qu'on va aider, c'est sûr que quand il y a une dynamique aussi de violence conjugale, il y a un autre aspect qui vient s'ajouter, mais pour l'aliénation parentale, quand on va aider le parent victime par rapport à sa situation en l'encourageant à ne pas abandonner, en gardant espoir, en lui offrant du soutien, en lui permettant de s'exprimer, d'exprimer son injustice, d'exprimer ses craintes, sa peur, en lui donnant des outils concrets pour garder le contact avec son enfant, puis de ne pas abandonner, de garder un contact avec son enfant, de continuer à écrire à l'enfant, de continuer à essayer de garder ce lien affectif-là. On va essayer d'aider le parent aussi à ne pas réagir directement aux violences faites par le parent aliénant. Donc, on va vraiment intervenir sur particulièrement des situations spécifiques là, où, par exemple, les enfants, je peux vous parler d'un exemple souvent qui arrive dans des cas de dynamique d'aliénation parentale. On va entendre, par exemple, quand mon enfant me dit ce matin, « Ah, papa m'a dit que tu ne m'aimais pas. » Qu'est-ce que je fais?
Donc, c'est souvent comment on va agir, comment on va réagir dans ces situations-là avec l'enfant qui va venir enlever un peu le poison qui est l'aliénation parentale, qui va venir aider l'enfant à se sentir dans un espace où il a le droit d'aimer ses deux parents, il a le droit de s'exprimer, puis il a le droit surtout de parler de comment il se sent. Parce que chez le parent aliénant, l'enfant est comme un protecteur, est comme un justicier pour le parent. Donc, quand il est avec nous, le parent victime, on essaie de lui demander comment il se sent, on essaie de lui donner le droit d'être un enfant, en fait, de juste aimer ses parents puis d'exprimer comment il se sent dans cette situation-là. C'est pas facile d'être entre ses deux parents. On veut l'entendre là-dessus, on veut l'encourager à exprimer comment il se sent. Ça me fait de la peine. Donc, par exemple, papa m'a dit que tu m'aimais pas. OK, comment ça t'a fait sentir ça quand papa il t'a dit ça? Tu sais, au lieu de tout de suite aller dans le oh non, je t'aime, voyons donc, papa n'a pas raison, puis d'alimenter encore une fois cette dynamique de conflit de loyauté, l'anxiété chez l'enfant de OK, là, il y en a un qui dit ça, l'autre qui dit une autre affaire, là, je ne sais plus. Donc, on va venir lui demander, retourner la question sur lui en lui demandant bien, qu'est-ce que toi, comment tu t'es senti quand papa t'a dit ça? Ça a dû te faire de la peine que papa te dise ça. Ben non, moi, je t'adore, je t'aime beaucoup. Puis, on essaie de travailler autour de ça. Donc, on y va vraiment avec des spécifiquement, je dirais. Souvent, les parents qui vivent l'aliénation parentale ont des questions très spécifiques à des situations très particulières, avec un contexte très particulier. C'est très précis. Il y a Marie-Suzy aussi qui avait une question. Oui, bonjour. Donc, ma question, c'est en lien avec les services qui sont offerts aux parents. Est-ce que vous les offrez dans différentes langues? Puis sinon, comment est-ce que vous travaillez en partenariat avec d'autres organismes, par exemple, qui travaillent spécifiquement auprès des communautés culturelles? Oui, donc nous, on travaille avec, justement, tantôt, je vous ai présenté nos partenaires qui concernent l'aliénation parentale, donc Justice Pro Bono, Porte 33 et Carrefour Aliénation parentale, CAP. Puis, on offre nos consultations, sont en français et en anglais présentement. Puis, nos consultations avec Justice Pro Bono sont avec une avocate en droit familial, en droit de la famille. Donc, ça, c'est les partenaires qu'on a par rapport à ce sujet-là. Puis, est-ce qu'un intervenant, par exemple, d'un autre organisme pourrait justement vous appeler pour consulter, à savoir comment intervenir auprès d'une famille qui ne parle pas français ni anglais, donc pour aller s'équiper en vous consultant? Tout à fait, oui, tout à fait. Nous, en fait, on offre des consultations vraiment pour pour les familles, pour les parents, mais aussi tous les proches d'enfants, tous les proches donc intervenants, éducatrices, tout ça, ça fonctionne aussi. Vous pouvez nous téléphoner. Parfait, merci. Il y a une question dans le clavardage, Joseph. Il dit que, outre les recours judiciaires, est-ce qu'il y a des moyens pour diminuer l'aliénation parentale avec deux parents, puis des moyens aussi pour bien intervenir auprès de l'enfant? Oui, bien, comme j'ai dit tout à l'heure, j'en ai donné quelques petits exemples, mais c'est vraiment particulier aux situations. Oui, il y a des moyens. Il y a vraiment des moyens de réduire les impacts que la dynamique peut avoir sur nos vies, sur nos enfants. Donc, il y a vraiment moyen. C'est comme si, en tant que parent victime, ça prend souvent un accompagnement professionnel, ça prend souvent une oreille, ça prend souvent, ça prend quelqu'un pour nous supporter là-dedans, parce qu'on vient un peu compenser pour la violence qui est faite de l'autre côté. On vient vraiment, on agit un peu comme un intervenant nous-mêmes avec notre enfant, en fait. Donc, ça prend beaucoup d'outils, ça prend beaucoup de bons réflexes, parce que ça vient tellement nous chercher, c'est tellement difficile d'entendre certaines choses que nos enfants nous disent, ça vient tellement nous chercher que des fois, on a de la misère de rester dans notre rôle de parent, puis de ne pas impliquer l'enfant dans ce conflit-là, puis c'est souvent notre premier pas, c'est la première chose qu'on fait souvent, c'est on va embarquer l'enfant dans le conflit encore plus. Puis nous, ce qu'on veut faire, c'est le retirer du conflit, lui enlever cette charge-là, lui donner le droit d'être un enfant. Donc, on va vraiment enlever cette charge-là, mais ça prend beaucoup d'outils, ça prend beaucoup de support. Donc, tu sais, encore une fois, si le tribunal, c'est vraiment le dernier recours, là. On ne veut vraiment pas se rendre là, on essaie de le faire à notre façon, mais on veut qu'il y ait le moins de répercussions négatives possibles sur notre enfant. Donc, idéalement, vous pouvez appeler Première Ressource si vous avez des questions spécifiques à votre situation. Ça va nous faire plaisir de vous aider, vraiment.
Est-ce qu'il y avait une autre question? Ben, il y a Monique qui a levé la main puis qui Ah oui. voudrait te adresser une question. Ma question, c'est par rapport à un grand adolescent ou un jeune adulte. Quand l'aliénation parentale apparaît à ce moment-là de façon claire, probablement suite à beaucoup d'années de non-dits, de malaise, de conflits bizarres, on peut dire, mais ça apparaît à la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte, par de l'abus financier, par de l'abus psychologique du jeune envers le parent. Moi, j'ai cherché cette question-là, je n'ai pas vu grand-chose parce que partout, il est conseillé aux parents abusés, si on veut, de garder le lien à tout prix, alors qu'il y a un coût psychologique très, très important pour ce parent-là. Et vous avez dit dans votre présentation, le parent doit, pas se protéger, là, mais doit se faire respecter. Puis s'il ne l'est pas respecté, c'est quoi les avenues? Parce qu'on a beau dire qu'il faut garder absolument le lien, mais quand le lien est tout le temps perverti, soit par des mensonges, soit par des... Oui, alors avez-vous... Oui, je comprends. Ben, c'est ça, là, dont vous parlez dans une situation où le parent souffre énormément d'une certaine violence faite par l'enfant. Écoutez, encore une fois, ça dépend des situations. Ça dépend, dans mes interventions, ça dépend à qui je parle, ça dépend de ce que le parent veut, ça dépend de plein de facteurs, mais je vous dirais que ce que je peux vous dire, par exemple, c'est une chose qu'on apprend aussi en tant que parent avec le temps, c'est que ça ne veut pas dire qu'on prend un petit break, qu'on abandonne complètement. Des fois, pour notre santé mentale, pour notre bien-être à nous, pour revenir comme un parent adéquat, parce qu'on est trop actif, là, notre système nerveux il est à vif. Parfois, on a besoin de prendre un petit pas de recul juste pour se ressaisir puis revenir à la charge par la suite. Donc, on dit souvent aux parents que ce n'est pas un abandon à ce moment-là. Mais il y a quand même, faut penser à soi, à nous aussi, il faut penser à notre santé mentale, il faut penser à qu'est-ce que je peux faire pour moi être bien, pour me protéger dans cette situation-là. Donc, je dirais de se donner de l'espace, prendre un pas de recul, c'est pas tout le temps quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on évite à tout prix, là. Donc, on garde le lien avec l'enfant, oui, on garde le lien avec l'enfant, mais aussi, il faut rester disponible, il faut rester dans notre rôle de parent. Si on voit qu'on n'est plus dans notre rôle de parent, puis on fait juste alimenter les choses de façon négative, alors prendre un pas de recul, c'est quand même conseillé à ce moment-là. Donc, ça dépend, encore une fois, je ne peux pas répondre à votre question, je peux juste dire ça, mais ça dépend des situations. Ça dépend aussi de ce que le parent veut, ça dépend de plein de facteurs à ce moment-là. Donc, si vous voulez, vous pouvez nous appeler, puis ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. C'est une situation qu'on voit quand même. Moi, je travaille au social, que je vois avec des clients. Oui. Puis, bon, il y en a qui vont s'acharner à rétablir un contact pendant des années en étant constamment rejetés. C'est d'une souffrance incroyable. Oui, puis dépendamment, c'est vrai, vous avez raison, puis souvent, on le voit, comme vous dites, là, vers la fin de l'adolescence, début d'âge adulte, là, quand c'est vrai que ça devient ça devient différent, en fait, ça devient complètement différent, la dynamique, elle est là, mais différente. Puis, si vous avez raison, on le voit souvent, mais encore une fois, ça dépend de la situation. Est-ce que l'enfant a des besoins? Est-ce que l'enfant communique un besoin d'espace que le parent ne lui donne pas? Est-ce que le parent a écouté tous ses besoins à lui? Est-ce que, tu sais, encore une fois, on ne le sait pas. Donc, je vous dirais, ça dépend de chaque situation. Il n'y a pas de « Ah, ça, c'est prescrit pour de tel âge à tel âge, quand il y a de l'aliénation, c'est ça qu'on fait. » C'est vraiment particulier à chaque personne. Les situations que j'ai surtout vues, moi, c'était des genres de papa gâteau qui vivaient ça. C'est pas le parent qui refusait des choses qui étaient trop exigeantes, c'est un peu l'inverse, puis qui sont d'autant plus coincés dans la difficulté, ils ne sont pas capables d'affronter l'enfant. Bon, oui, puis est-ce qu'affronter l'enfant aussi, c'est dans cette situation-là la meilleure chose à faire? Donc, encore une fois, ça dépend. C'est quoi qui... Est-ce que confronter, c'est ça qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt se retirer, laisser de l'espace? Donc, ça dépend. Ça dépend.
Une Merci. petite mise en situation, Joseph, dans Clavartage, qui Oui. demande, qui dit lorsqu'un jeune enfant refuse de voir l'un de ses parents et que nous croyons que c'est dû à de l'aliénation parentale, peut-on forcer le contact ou il est préférable d'attendre le désir de l'enfant? Ça dépend. Ça dépend de plein de facteurs. Premièrement, est-ce qu'il y a une garde? Est-ce que la garde est partagée? Si elle est partagée comment? Normalement, on encourage quand même la garde à être respectée s'il y a une garde. On essaie de ne pas briser le lien, là, donc on essaie vraiment, s'il y a une garde, de la respecter. Normalement, elle devrait l'être. Donc, même si l'enfant ne veut pas, s'il y a une garde qui a été jugée, qui a été au tribunal et tout ça, normalement, l'enfant devrait aller. Donc, ça dépend encore une fois de la situation. Je ne peux pas vraiment répondre précisément là, à cette question-là. Une petite dernière question, mise en situation aussi, c'est c'est Émilie qui pose la question, quand un enfant nomme qu'il doit prendre soin de son parent aliénant, en limitant par exemple de lui parler de ce qu'il fait avec l'autre parent pour éviter qu'il soit triste, qu'est-ce que nous pouvons répondre à cet enfant-là? Oui, ça premièrement, en fait, donc là, l'enfant, j'imagine, c'est l'enfant qui dit je dois prendre soin de cet enfant-là, OK? Moi, je poserai des questions à l'enfant. Donc, encore une fois, je créerai un espace autour de l'enfant où est-ce qu'il a le droit de s'exprimer, où on s'intéresse à comment il se sent. On lui demande comment tu te sens, comment ça te fait sentir de t'occuper de telle personne, est-ce que blablabla. Donc, on lui pose des questions. Puis, je pense que c'est important que l'enfant sache qu'il y a des choses qui ne sont pas à sa responsabilité. Donc, dans ce cas-ci, je lui dirais, mais tu sais, tu n'es pas obligé de t'occuper de maman. Maman, elle sait s'occuper d'elle-même. Tu sais, j'encouragerais l'enfant à garder quand même son droit d'être un enfant et de ne pas avoir cette charge-là, sans nécessairement dire « maman a tort ». Donc, encore une fois, ça dépend de chaque situation, ça dépend de chaque... Il faudrait que je vois qu'est-ce que l'enfant a dit exactement, comment on peut répondre, mais je poserais des questions à l'enfant plutôt. Je ne répondrais pas, je poserais des questions, je l'encouragerais à s'exprimer comment il se sent. Surtout ça. Surtout exprimer comment il se sent. OK. Je ne vois pas d'autres questions. J'imagine, Mme Monique, que c'est une vieille main. Oui. Donc, Joseph, c'était fort intéressant. Je te remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup aussi pour votre présence et votre participation. Donc, la question, il y a beaucoup de personnes qui posent toujours, est-ce que le PowerPoint va être disponible? Oui, il va vous être envoyé d'ici la fin de la semaine avec un questionnaire d'évaluation. Donc, vous pourrez l'utiliser ou revisiter des éléments de la présentation. Comme Joseph a aussi le dit, vous pouvez toujours téléphoner à Première Ressources Ados-Parents pour vous orienter, pour vous aider, vous soutenir dans l'accompagnement que vous faites auprès des personnes. On vous invite à prendre note aussi que notre prochaine activité de conférence midi va être le 17 octobre prochain. Donc, sur l'heure du midi, ça va porter sur le parcours des hommes itinérants. Donc, c'est une présentation qui va être faite par un professeur de l'UQAM, Philippe Benoît-Côté, et une professeure en travail social de l'Université de Montréal, Sue-Ann McDonald. Donc, vous allez recevoir les informations là, très bientôt là, pour vous inscrire à cette deuxième activité-là de l'automne. Puis, j'en profite encore pour remercier Joseph et Première Ressources aussi, Aide aux parents, pour avoir accepté de faire la présentation du mois de septembre. Puis, on vous remercie également à vous pour votre présence à cette activité du Royaume. Donc, merci beaucoup. Puis, on vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine également. Au revoir.